Bonjour Azinat. Ah ouais, on va de poche, hein. C'est jeudi. Aujourd'hui, on va présenter le livre d'un régional de l'étape. Hein. C'est Michel Joly qui est présent en plus aujourd'hui et qui va nous parler de son livre. Mais je vais d'abord vous présenter Michel Joly, qui est un Ariégeois d'adoption, qui a porté les couleurs de l'Ariège haut sur tous les fronts humanitaires. Oui, c'est Il est ex-militaire, médecin militaire, reconverti dans le soutien alimentaire en Irak, après son expérience sous l'égide des Nations Unies, puis chargé des questions sanitaires avec Charles Hernu et aussi avec Haroun Tazieff. Il a œuvré auprès de Daniel Mitterrand pour créer la Fondation France Liberté. Aujourd'hui, il en est l'administrateur de cette association qui fête ses 25 ans. 25 ans. Oui. 25 ans, ouais, non, 35 ans. 35 ans, voulu, j'ai rajeuni cette vieille maison. 35, ouais. Et il est aussi administrateur de Léo Lagrange. Et puis, à temps perdu, il a été maire du Mas d'Asile. Quand il a eu une période où il s'est ennuyé, il a pris la mairie du Mas d'Asile. Voilà. Et puis là, encore, il a été désœuvré pendant le premier confinement. Et il nous a écrit ce livre dont il va nous parler, avant que je le questionne. Alors, il va nous présenter un peu pourquoi la question, il a abordé la question de la fraternité et pourquoi il l'a présenté comme une fraternité globale dans un premier temps, et après on viendra sur quelques sujets. Bien. Bon, faut que je rectifie pas mal de choses. Mais non, je ne peux peut-être pas. On va laisse le grosso modo, c'était juste. La chronologie était pas tout à fait. Haroun Tazieff et c'est dans l'autre sens, effectivement. Oui. Et puis mon temps de médecin militaire a quand même été assez long, puisque j'ai même terminé à l'école de guerre. Donc manifestement, j'étais programmé pour un grand destin militaire. Et ça m'a foutu la trouille. Il y a un moment donné où j'ai dit non, plus jamais. Et donc, je suis parti voler de mes propres ailes, mais sur d'autres préoccupations, et notamment tout ce qui concerne l'aide humanitaire et l'aide au développement, qui était quand même très important dans les années 80. Enfin, il se passait beaucoup de choses. Et puis, j'ai effectivement été recruté par les Nations Unies pour passer près de 2 ans en Irak pour veiller à la bonne distribution et l'équitable distribution alimentaire pendant la période de l'embargo. Là encore, je suis parti en courant assez vite parce que je me suis aperçu que ce n'était pas vraiment une mission humanitaire et qu'au contraire, c'était une mission complémentaire à l'embargo. C'est-à-dire qu'il fallait faire des distributions alimentaires pour permettre à l'embargo d'être supportable. Donc là aussi, je me suis dit non, c'est pas ma tasse de thé. Donc je suis reparti sur une autre voie et je me suis plus consacré jusqu'à maintenant à la formation et à l'organisation du volontariat international. D'une part avec les Volontaires du Progrès, dont j'ai été le délégué général pendant 5 ans, et puis ultérieurement, évidemment, à travers toutes mes activités avec Léo Lagrange et la Fondation France Liberté, que j'ai réuni d'une certaine manière sous un même projet, qui est le soutien au Kurdistan et aux Kurdes. Donc je me suis très impliqué ces dernières années dans la sortie du génocide kurde de Saddam Hussein, et puis ensuite de tous les épisodes de guerre qu'il y a eu avec Daesh. Voilà. Et puis effectivement, là j'avais un peu de temps, donc je me suis dit que il y avait un sujet qui me préoccupait depuis longtemps, c'était celui de la fraternité, en effet. Parce que je me suis aperçu qu'elle existait partout, ça c'est certain, il n'y a pas de problème, il n'y a pas un endroit
où il n'y ait pas une notion de fraternité. Seulement, elle ne porte pas le même nom, bien sûr, et puis généralement, elle n'a pas le même objectif, hein, que ce soit dans tel ou tel pays ou sous l'obédience de telle ou telle religion. Et bon, elle existe, mais elle est partout différente. Alors, c'était quand même intriguant, et je me suis toujours dit qu'il faudrait voir quel est le dénominateur commun, le vrai, de la fraternité, parce que ça ne peut pas être comme ça, c'est-à-dire partout et toujours différent, sans qu'il y ait quand même une définition commune. Et cette définition commune, comme les religions ont toujours fait en sorte, enfin les religions au sens très large, j'en connais qui sont pas des religions et qui ont mis la main sur la fraternité aussi, se sont partagés un peu le concept. Je ne voyais pas trop comment on pouvait en parler sans reposer toujours la problématique religieuse, métaphysique et tutti-gutti. Et c'est par une rencontre fortuite, qui est devenue d'ailleurs une amitié assez forte, avec Patrick Thor, qui est un naturaliste connu. Vous faites l'hommage grandement à la fête qui est vraiment le porteur du message de Charles Darwin, que j'ai compris qu'il fallait chercher les sources de la fraternité dans l'anthropologie et non pas dans les religions, la socio, etc. Et en effet, et c'est là que ça devient peut-être un peu original, on peut très bien, sans qu'on puisse en faire la preuve, mais ça en anthropologie, il y a des tas de choses qu'on constate, qu'on explique, mais qu'on ne peut pas prouver parce qu'on n'est pas capable de maîtriser le temps géologique, le temps anthropologique. Mais une chose est certaine, c'est que à un moment donné, là encore difficile à préciser, il s'est passé quelque chose dans les communautés humaines, enfin les communautés dans l'espèce humaine, en lien probablement avec une capacité de s'identifier à l'autre, qui s'est développée ça existe dans d'autres espèces, hein, mais ça s'est particulièrement développé chez l'homme, cette identification à l'autre, et puis surtout, qui est encore plus original pour l'humanité, c'est la protection des faibles. D'accord. Et manifestement, ces deux propriétés ont fait l'objet d'une sélection tout à fait darwinienne, hein. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était destiné qui devait se poursuivre, qui devait se poursuivre parce que c'était clairement un avantage évolutif. Voilà. Et ça, c'est très important de le dire parce que souvent on dit ah, mais alors maintenant Darwin il est pour la protection des faibles, alors qu'il a toujours théorisé la domination des forts. C'est complètement idiot ce raisonnement, puisque en fait, c'est justement une force que de protéger les faibles, et que c'est bien une sélection de quelque chose de fort. De toute manière, c'est toujours un miroir aussi. Hein. Bon, ça, c'est pour les gens qui m'attaquent sous cet angle-là. Ensuite, c'est vrai que ça nous amène à dire une chose essentielle, c'est qu'en fait, la fraternité n'a pas été inventée par l'homme. C'est pas un philosophe. C'est ça qui est intéressant d'il y a 500 000 ans. C'est une réalité. Voilà. Il n'y a pas un gars qui a dit ah, tiens, on va inventer la fraternité, on va créer un parti politique pour la fraternité. Non, pas du tout. C'est quelque chose qui s'est imposé à l'homme et qui l'a mis sur la voie de la civilisation. Parce que c'est à partir du développement de ces deux principes, l'identification à l'autre et la protection des faibles, que l'homme s'est trouvé dans l'obligation de faire un effort pour créer la vie sociale. Hein. Donc ça a été aussi le départ d'une créativité, d'un développement intellectuel, de l'intelligence, de la mise en commun, de la réflexion sur le vivre ensemble, etc. Et tout ça, ça a conduit à la civilisation. Alors j'en suis arrivé, dans la fin de la première partie du bouquin, à pouvoir affirmer, avec une conviction, mais je le répète, j'ai pas de preuves, hein, que la fraternité est en fait ce qui nous a permis d'échapper à l'extinction de l'espèce, parce que l'homme est tellement faible en tant qu'individu qu'il n'aurait jamais résisté aux assauts de la nature ou des autres espèces, etc. Il aurait disparu. Et c'est parce qu'il ne s'est pas battu en tant qu'individu, mais parce qu'il s'est battu en tant que communauté, qu'il a résisté jusqu'à maintenant. Qu'il a pu se développer. Voilà, donc, alléluia, la fraternité nous a permis d'être ici et de parler ensemble.
ce qui posera quand même les limites de cette fraternité dans la période actuelle. Voilà. Alors après, la déstructuration qui est construite aujourd'hui. Là, c'est la fin de l'Alléluia. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 siècles à peu près? C'est que, d'une part, il y a eu d'abord une dispersion de toute l'humanité à travers le monde, en différentes tribus. Harari a très bien montré la progression à travers le monde de Sapiens, celui-là, etc. Bon, très bien. Il y a eu beaucoup de formes de fraternité, mais comme j'ai dit tout à l'heure, elle y est partout. Donc, ce fractionnement de la fraternité était obligatoire, puisqu'il est lié à la personnalité de l'homme, ne lui a pas permis peut-être de garder ce caractère global qu'elle avait à l'origine. Et donc, on a pu se demander qu'est-ce qui avait finalement détruit ou empêché plutôt cette globalité. Et très probablement, il y a des tas de phénomènes, mais le plus important et qui nous renvoie à la situation actuelle, c'est que le productivisme a été tel à partir depuis un siècle qu'il a été responsable de l'atténuation du fait fraternel. Oui. Et autrement dit, qu'il a considéré, d'une manière objective, écrite ou implicite, il a considéré alors je dis pas le progrès, je dis pas le néo-capitalisme, tout ça c'est la même chose, mais enfin que le fait productiviste avait comme principal adversaire le fait fraternité. Parce que la fraternité, c'est la solidarité, c'est la capacité de résister, donc c'est un encombrement pour le développement de la production et l'enrichissement des riches au détriment des pauvres. Voilà. Donc l'idée, pour poursuivre, c'est que aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point où il faut, bien sûr, essayer de réparer toutes les destructions qui ont été opérées ces derniers siècles. Il faut essayer de relancer, de lutter contre la biodiversité, de se mettre un terme au réchauffement climatique. Tout ça, c'est des choses très techniques, très compliquées. Mais il faut aussi, je pense, et c'est un peu là-dessus que je conclue le livre, restaurer l'esprit de fraternité qui est pratiquement un préalable. C'est un préalable parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? La fraternité, comme tout le reste, sera elle aussi récupérée par le productivisme, ce qui se fait actuellement, même déjà avec le greenwashing, on voit bien ce qui se passe. Et bien, de ces 4 matins, il n'y aura plus de fraternité, il n'y aura plus qu'une objectivation de chaque être humain qui sera là où il est, à sa place, chargé de produire, et puis de chercher d'aller tout ça sur la planète Mars. Mais on va y revenir sur 3 points, et on va revenir justement sur cette présentation. Et c'est là-dessus que je conclue. Oh, c'est pas une conclusion, c'est une étape. Donc, justement, à la lueur de votre expérience physique et philosophique, comme on regarde des crises sanitaires que nous traversons, il apparaît de plus en plus présent la nécessité de lier tous les champs de notre système pour comprendre ce que nous subissons. C'est un peu ce que vous avez présenté là. Votre champ d'intervention, bien que volontairement contraint à la sphère sociale, la fraternité globale, nous laisse entrevoir la globalité de la problématique. Mais comment avez-vous orienté votre travail pour contraindre justement ce travail juste sur le volet social, sans aller en écartant le reste pour lui donner plus de force dans son écrit? D'abord parce que cette approche me semblait nécessaire. Ce n'est qu'une approche, ça ne règle pas tout le problème. Mais dans tout ce qui s'écrit, tout ce qui se dit à propos de la crise, du réchauffement climatique, du risque d'effondrement, tout cela, il n'y a rien qui concerne, je dirais, la façon d'aborder globalement la transition qui se présente. Une transition qui sera peut-être une métamorphose, on ne sait pas. On dit, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut se serrer la ceinture, mais on ne dit pas, est-ce qu'il ne faut pas penser autrement? Et c'est ça qui m'intéresse le plus. J'aurais pu, moi aussi, écrire des livres sur qu'est-ce qu'il faut faire, comment on va le faire, etc. Avec l'expérience de la Fondation France Liberté, Daniel Mitterrand, on a passé la question de l'eau en particulier. On a passé des années à lutter
pour le libre accès à l'eau potable à travers le monde, et en France aussi, puisqu'on avait été contre Veolia au tribunal pendant au moins 10 reprises. On a gagné chaque fois. Mais c'est vrai qu'il y avait de quoi faire. Mais là, c'est une parenthèse. Si vous voulez, quand Danielle Mitterrand a voulu s'occuper du problème de l'eau, c'était en l'an 2000 à peu près, honnêtement, elle était toute seule sur la tribune et beaucoup de gens se foutaient d'elle. Hein. Surtout quand ils avaient trouvé une pub à l'époque qui était comme une espèce de lavabo. Là. Oui, ah oui, ça, je m'en rappelle. C'était une vieille pub qui avait été faite pour autre chose et qu'ils ont recyclé. Ouais, et qu'on nous a refilé. Bon. Bref, elle partait dans une voie difficile. C'est même créer une crise à l'intérieur de la fondation, parce qu'il y a des gens qui disent qu'est-ce qu'on ne va pas s'occuper des problèmes de l'eau, pas possible. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est essentiel. On est simplement dans l'historique maintenant de tout ce problème, parce que nous sommes une fondation, donc nous ne sommes pas sur le terrain, très peu. Mais c'est vrai que toutes les associations qui aujourd'hui s'occupent de la protection, de la distribution de l'eau, font référence au travail de la fondation. Donc ça aurait pu se raconter. Mais c'est pas ce que je voulais raconter. Je trouve que maintenant, il y a des spécialistes dans tous les domaines qui font très bien leur boulot. C'est pas la peine d'aller piétiner leur plate-bande. Par contre, préparer les esprits à un changement brutal et fondamental, ça c'est important et ça ne se fait pas tellement. On va y revenir sur ça. Parce que justement, pour faire la transition là-dessus, il y a Marie-Monique Robin qui vient de sortir un livre qui s'appelle La fabrique des pandémies, et dont il sera question sur Azinat également, qui à mon avis est un livre fondamental aujourd'hui pour préparer les décisions politiques de demain, que nous devrons prendre de toute manière compte tenu de l'arrivée des pandémies d'une manière récurrente, si on n'intervient pas plus en amont. Moi, quand j'ai lu ces deux livres, La fraternité globale à la suite de La fabrique des pandémies, j'ai trouvé que c'était un parfait complément au travail qui avait été fait par Marie-Monique Robin, parce qu'il apporte justement le côté social qu'elle laisse plus ou moins de côté. Vous avez envisagé lors de votre travail de rédaction cet aspect concernant la biodiversité. Mais comment vous faites le lien entre fraternité globale et la biodiversité en péril? Comment tout ça, ces éléments du puzzle se mettent en place? Simplement parce que c'est le même problème. On assiste actuellement à une dégradation de tous les systèmes disons de la nature, enfin du vivant. Hein. La cause est unique. La cause est unique. C'est là, il n'y a pas de lien à établir. Il y a simplement que c'est une cause commune qui est la conséquence de la productivité échangée. Ce qui va mener la dernière question, du coup. C'était un entonnoir. Question plus simple en apparence, mais qui comporte des retombées essentielles pour ce qui est notre avenir. Vous parlez de fraternité globale entre humanisme et productivisme. Marie-Monique Robin parle de biodiversité entre études des conséquences de l'activité humaine et recherche sur la manière de modifier ces activités pour préserver les espèces. Tous les deux, vous êtes d'accord pour écrire que la fin de la pauvreté, ce qui apparaît dans votre livre, est une nécessité pour notre survie. Mais est-ce que ce ne sont pas les mêmes termes pour désigner ce que nous vivons au quotidien, ce qui sont les derniers soubresauts d'une lutte des classes sans merci, entre ce que l'on peut nommer, pour faire moderne, l'élite et les roturiers. Les roturiers étant... c'est une belle façon de présenter le sujet. Pour moi, le problème, c'est effectivement... Je ne parlerai pas de lutte des classes, parce que ça nous renvoie à d'autres choses, mais il y a quand même une sacrée lutte, parce que ce que l'on voit actuellement, c'est qu'il faut sauver la planète, il faut donner de l'avenir à nos enfants, il faut que tout redevienne comme avant. Quoi. En gros, c'est ça, hein, avec un gros déni à la clé, hein, parce que c'est très difficile de convaincre les gens que l'avenir ne sera pas meilleur que le passé. Hein, parce que d'habitude, on raisonnait toujours à l'envers. Bon, là où... Sur la base du progrès. Ouais, mais voilà, alors ce dont on ne tient jamais compte, on ne l'évoque pas, c'est tout le courant chez les nantis, chez l'élite, entre guillemets, tout ce courant qui se développe à partir du transhumanisme. Oui. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui ont déjà acté
acté le fait qu'il y aura un effondrement. Oui. Et que dans cet effondrement, il faudra sauvegarder un certain nombre de choses. Une partie de la société. Mais ça sera une partie qui est déjà désignée du doigt. On sait très bien laquelle ce sera. Et donc, on retombera, si on laisse faire les choses, sur quelque chose qui ressemblera beaucoup au meilleur des mondes d'Huxley, hein, à savoir une élite qui vit d'une manière très artificielle, très hors sol, hein, très fermée. Et puis, derrière les barbelés de Trump, hein, les sauvages, les barbares, hein, qui se démerdent. Donc, c'est là qu'il y a un vrai problème. C'est pas seulement parce qu'il y a un gros risque actuellement de la biosphère qui est saturée, etc. Mais c'est qu'une des voies pour s'en sortir sera une voie de domination d'une minorité sur une majorité qui, ma foi, finira par disparaître. Tout à fait. Voilà, donc c'est ces deux combats qu'il faut livrer, et c'est ce que j'ai voulu dire. Elle n'était pas préparée celle-là, mais ça me fait penser à ça. C'est la fin de la civilisation maya, d'autres civilisations également, qui avaient aussi séparé l'élite des roturiers et qui avaient épuisé les roturiers et qui a permis à l'élite de poursuivre encore sa progression quelque temps jusqu'à son extinction finale. Est-ce qu'on vit la même période aujourd'hui? Il y a des choses de très, très semblables, c'est vrai. Mais la différence, c'est que la civilisation maya ou la civilisation égyptienne qui ont disparu n'étaient que des fragments ou des parties de l'humanité. Tout à fait. Donc ça bourgeonnait ailleurs. Là, ça disparaissait ici, ça bourgeonnait ailleurs, etc. En ce moment, ça bourgeonne nulle part. Oui, hein. Et puis c'est globalisé. Voilà. Donc il faut prendre le sujet d'une manière globale également. Et c'est pour ça que face à la globalité libérale, économique, etc., j'ai voulu, pour ça que j'ai pas choisi le mot complètement innocemment, parce qu'il y avait la globalisation, tout le monde là. Et puis aussi, ce qui m'a fait réagir au tout dernier moment pour le titre, c'est la notion de sécurité globale. Oui, alors maintenant, on va nous vendre de la sécurité globale, c'est-à-dire qu'on va additionner tous les risques et on va mettre en face tous les moyens de lutte, hein, ce qui permettra de tous les utiliser pour chaque risque. Hein, et notamment, par rapport au problème de l'islam, c'était une bonne façon de ne plus parler de séparatisme, hein, mais de garder quand même tous les outils nécessaires pour les rejeter à la mer. Tout à fait. Donc voilà. Michel Joly et la fraternité globale, un livre plein d'humanisme et que je vous conseille de lire pour essayer de comprendre socialement ce que l'on vit en notre période compliquée. Merci.